Il est possible, donc il fallait réagir. Pour la première fois cette année, le Sénat a dit non, on arrête et on prend conscience. Le Sénat a eu beaucoup la main sur la construction du budget 2025 et ça fait 50 ans que nous consommons plus que nous ne produisons. Et alors on pourrait évidemment débattre sur les causes, avec le quoi qu'il en coûte, avec sans doute de l'irréalisme budgétaire. En tout cas, nous ne pouvions plus et nous ne pouvons plus, et nous l'avons clairement dit au Sénat, continuer comme ça. C'est pas chercher forcément des marges de manœuvre, c'est commencer par faire des économies sur le fonctionnement de l'État pour pouvoir se recréer des marges de manœuvre. C'est ça toute la construction du budget 2025, sans doute celui 2026 à venir, parce qu'il faut qu'il y ait des marges de manœuvre et pour les territoires, et évidemment aussi pour le pays. On le voit bien avec les enjeux qu'on a dans les jours que l'on vient de traverser. C'est la Cour des comptes qui a été critique en mettant en avant qu'il coûte plus qu'il ne rapporte. Donc là, il y a un vrai choix politique qui relève de la stratégie gouvernementale. On voit bien qu'entre la ministre de l'Éducation et la ministre de la Culture, on n'a pas le même langage. Et effectivement, on s'est inquiété au Parlement de ce qu'on appelle les coûts partis, parce que l'exemple de l'enseignant qu'on vient d'entendre, plusieurs ont déjà programmé, et donc c'est une vraie difficulté. Moi, j'ai fait des propositions au sein de la Commission des Finances. On peut élargir peut-être le mécénat. Tout le monde aujourd'hui connaît les dispositifs sur le patrimoine autour de la loi Malraux. Et bien peut-être aller chercher les entreprises qui, localement, avec des mesures de défiscalisation, pourraient justement soutenir des opérations. Mais sur le pass culture, quelle réforme faudra engager? Mais le pass culture coûte plus cher puisqu'il doit être traité qu'il ne rapporte dans la diffusion. Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Il coûte 450 millions pour 150 millions la première année de recettes. Donc ça, c'est débat de l'État. Et la Cour des comptes a pointé du doigt. Mais vous pouvez avoir aussi, grâce avec une baisse de la TVA, ça existe, il y a des dispositifs qui existent sur le monde sportif, sur le monde des loisirs. Pourquoi là où c'est culturel, on n'aurait pas une TVA plus basse pour que effectivement on puisse favoriser avec un moindre coût l'accès. Il y a 40 ans, le ministre de la Culture de l'époque, qui était Jack Lang, l'avait fait sur le livre avec succès pour arriver à un prix du livre qui permettait l'accès à la lecture pour tous. Donc c'est une des questions qu'on peut se poser. Moindre recette pour l'État peut-être sur le coût, mais derrière, effectivement, un fonctionnement et un accès à la culture. Effectivement, même position que le président Pichon, vous n'êtes pas surpris, pour plusieurs raisons. D'abord, dans les choix politiques, évidemment, les élus du conseil départemental ont aussi fait le choix de privilégier tout ce qui était investissement, l'aide aux collectivités, parce que derrière, ça fait de l'économie locale, et donc c'est bon pour l'emploi et c'est bon pour le territoire. Et puis, quand on est face à une situation difficile, on ne peut pas expliquer aux contribuables, aux consommateurs que c'est compliqué, qu'ils vont sans doute payer plus, et que d'un autre côté, on n'aurait pas fait l'effort ou qu'on va continuer à faire la fête. Donc il y a une position qui est totalement assumée de la part du conseil départemental de la Vienne, derrière son président, derrière les membres de la commission culture, c'est effectivement de continuer à privilégier l'investissement sur le territoire. Et puis, à côté, les associations, grâce à la diffusion culturelle au milieu rural, vont continuer à pouvoir aussi percevoir pour leurs animations locales. Puis, on a une magnifique tête de pont dans la Vienne que le conseil départemental a portée quand j'ai eu la chance de présider la collectivité, c'est l'Arena Futuroscope, où là on a des concerts de qualité, où on fait effectivement avec grand succès une diffusion culturelle pour tous. Il y a une vraie disparité qui a aussi été montrée dans le rapport des Cours des comptes, c'est la disparité rural-urbain. Oui. Parce que les enfants ou les scolaires qui se déplacent sur un lieu culturel, en ville, ils ont moins de temps de transport, ça coûte moins cher. En milieu rural, oui, le coût de la sortie globale n'est pas le même. N'est pas le même. Et donc, il y a eu une vraie disparité qui a été montrée. C'est pour ça aussi que c'est un mauvais outil. C'est très important, là, ce qui est mis en avant par notre collègue du Conseil régional, parce qu'effectivement, il y a d'abord 3 mauvaises nouvelles ou 3 mauvaises décisions à un moment donné, il y a 10 ans, et on en voit aujourd'hui la confluence. D'abord, la loi NOTRe a perdu de sa pertinence, tout le monde le sait. La suppression de la taxe d'habitation a asséché les communes. La suppression de l'impôt foncier bâti, qui était le seul impôt dynamique que percevaient les conseils départementaux, a été supprimée. Et à côté, on leur a mis une compensation de TVA. Et quand vous êtes dans une situation tendue, il y a moins de consommation, donc moins de TVA. Et donc, voilà, on a créé une aporie des collectivités locales. Et donc derrière, on a la situation où effectivement, la culture qui est comme le sport, comme le tourisme, fait un peu par la région, un peu par les intercos, un peu par les communes, un peu par les départements, ben on n'y arrive plus. Et donc là, il va falloir aussi éclaircir la décentralisation. Qui fait quoi? Qui est en mesure de faire quoi? Et comment on finance? Ou comment on permet aux collectivités, régions, départements, communes et intercommunalités de pouvoir mener leur politique
comme elles doivent l'être. On était tous les trois d'accord cet après-midi ce matin pour dire que la culture est essentielle et qu'il faut trouver les moyens de la préserver. Après, on sait tous qu'il y a deux façons seulement de mener une politique publique, soit c'est le contribuable, soit c'est le consommateur. Il n'y en a pas d'autre. Donc il faut absolument qu'on ait une rigueur budgétaire, et à commencer par celle de l'État, faire des économies encore sur le fonctionnement de l'État pour pouvoir répondre à nos missions essentielles. La sécurité en est une. On entend bien ce qui se passe partout. Vous avez entendu, la Russie, 20% de son PIB consacré à ses armées. On en est très loin, on était à 2% encore récemment. L'objectif est de dépasser peut-être atteindre les 3,5%. Voilà, c'est une vraie préoccupation. Et donc, il y a des choix qui doivent être faits à un moment donné. Sur quel thème on les fait? Sur quel sujet? Sur quelle politique? Nous, on a toujours défendu au Sénat, et on va continuer de le défendre cette année pour la préparation du budget 2026, économie de la machine État. Il y a trop d'agences. On ne savait même plus le nombre d'agences de fonctionnement de l'État qui sont souvent redondantes, parfois des services préfectoraux qui font très bien en déconcentrer leur travail. Il faut être clair sur la décentralisation. En tout cas, avant d'exiger un effort de qui que ce soit, il faut effectivement que l'État en fasse un en premier. Il y a des tas de solutions. On peut alléger beaucoup de fonctionnement, la représentation extérieure, on peut limiter le nombre de membres au gouvernement. Enfin, on a fait des tas de propositions parce qu'il faut faire des économies au niveau central.